Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous accueillir pour ce webinaire Territoire apprenant et inclusif, une utopie pragmatique qui prennent place dans le cadre des États généraux de la transition inclusive, qui sont co-animés par le plus important et le CNAM. Et nous sommes extrêmement, avec plus de 100 partenaires acteurs de la société civile, et nous sommes extrêmement honorés aujourd'hui d'avoir ce webinaire avec les acteurs des Hauts-de-France sur une uchronie. Je trouve que le thème est incroyable. Déjà, le thème est magnifique. Territoire apprenant inclusif, une utopie pragmatique, mais le choix d'avoir recours à une discussion uchronique est incroyable. On ne l'a jamais fait. Et donc, je suis très impatient de voir ce que ça va donner. Et je vais laisser la parole à Chris Delpierre pour introduire ce webinaire. Merci Mathias, je vais vous partager tout de suite mon écran. Mathias, tu peux me donner les droits de partage comme ça. Ah oui. On va commencer par un petit welcome chat, donc n'hésitez pas à mettre dans le chat votre prénom, d'où vous venez tout simplement, voilà, votre ville, ainsi que peut-être votre pseudo, c'est-à-dire le dernier aliment que vous avez mangé, associé à la compétence qui vous qualifie le mieux. Voilà. Donc, par exemple, pour ma part, donc je suis Chris de Lille et je suis un burger à la compétence entreprenant. Voilà. N'hésitez pas dans le chat à indiquer. Alors, je ne sais pas au niveau des panélistes comment ça marche au niveau du chat, mais voilà, n'hésitez pas à indiquer. Alors, Sandra est également de Lille et c'est une pâte au citron créative. Super. Alors, on a Benoît, Ben de l'Oise, qui est un mystère consultant. Qu'est-ce qu'un mystère, hein? Je ne savais pas que ça se mangeait. C'est une glace. Ah, une glace. Mystère et boule de gomme. En tout cas, super, bienvenue. Anaïk de la Holberton School à Lille, peut-être Tourcoing. Un bagel humain VG. Christophe qui est à Douai, aussi dans le Nord, qui est un chocolat propulseur de héros. Wow. Énorme, magnifique. Énorme. Ça, c'est quand même il faut créer un badge tout de suite, Chris, pour les badges propulseurs de héros quand même. C'est vrai qu'il il faut créer une communauté. Il faut créer une communauté. Il y a de l'idée, En tout cas, bienvenue à vous. N'hésitez pas à continuer à poster dans le chat votre nom de guerre d'aujourd'hui, votre pseudo, ce qui vous caractérise le mieux en termes d'aliments et de compétences. On va passer en tout cas on va dire à ce qui nous rassemble aujourd'hui, territoire apprenant inclusif, une utopie pragmatique en Hauts-de-France. En tout cas, on est heureux de vous accueillir pour cette visio et puis peut-être en replay par la suite. Voilà, ça va durer jusqu'à 15h30. C'est organisé, comme l'a introduit Mathias, par le plus important en collaboration avec le CNAM et donc en région. Nous sommes coordonnés avec la FABNUM MEL et C'est Pourquoi. On y reviendra et Trésorium pour pouvoir organiser ça avec le partenariat de Badjon et Hauts-de-France et de EdTech Hauts-de-France. Alors, peut-être Mathias, tu peux nous dire un petit mot sur ces états généraux de l'investissement social pour une transition écologique et numérique et inclusive, Oui, déjà... on a un titre long, mais on a rassemblé ça en états généraux de la transition inclusive. L'idée, c'est alors qu'on est en campagne électorale et que le pays va faire des choix structurants pour les prochaines années, de mobiliser la société civile pour essayer de porter un certain nombre de propositions concrètes sur une thématique qui nous semble cruciale pour notre avenir, qui est comment faire, à l'heure de la double transition écologique et numérique, faire de cette transition un levier d'inclusion professionnelle pour tous.
Et du coup, depuis début décembre, on a une vingtaine d'événements qui se sont déroulés à Paris, en région, dans des webinaires, des colloques, des conférences débats. On a une quinzaine de livres blancs qui ont été publiés, 300 propositions. Le site, c'est transitioninclusive.org. Et on a la cérémonie de clôture demain dans l'hémicycle du CESE, donc le Conseil économique, social et environnemental, dont le président a accordé son haut patronage aux États généraux, pour faire un peu la synthèse de tous ces échanges. Voilà. Et je suis ravi de ce partenariat et merci à vous d'organiser cet événement. Merci Mathias, hein, donc, de Paris, cordon bleu, couteau suisse. Merci en tout cas pour ton aide et nous soutenir et l'organisation de tous ces états généraux. C'est une grosse organisation avec beaucoup de contenu. Voilà, je vous ai partagé dans le chat le lien vers transitioninclusive.org qui regroupe tous les événements. On accueille également Emmanuel, hein, le tourneux de Pop à Lille, qui est aussi à Lille et sur l'île de France, qui est une bêtise de Cambrai, sociale et numérique. Bienvenue à toi, Emmanuel. Une autre, Emmanuel, féminin d'Arras, qui est un café à l'écoute. Et puis, on a Dominique de Douai, qui est consultante, curieuse de découvrir aussi les EdTech. Bienvenue à vous tous. Alors, on va continuer. On va continuer dans les métaphores alimentaires pour vous parler du menu du jour, où on va justement présenter aussi un de nos partenaires Badgeons Les Hauts-de-France, présenter nos contributeurs du jour, et puis voilà, se plonger dans cette uchronie à partir du livre blanc qu'on va vous présenter, et il y aura un temps d'échange. Alors, l'ambition aussi qu'on porte également avec EdTech Hauts-de-France et Badgeons Les Hauts-de-France, c'est de pouvoir faire des Hauts-de-France un territoire apprenant et reconnaissant. Et donc, voilà, l'enjeu est justement d'avoir ce territoire qui développe, reconnaît, valorise, connecte les talents sur le territoire grâce à ces open badges, mais plus largement grâce à ces outils numériques tout au long de la vie, et donc de créer ensemble finalement des liens qui se matérialisent par des écosystèmes régionaux de la reconnaissance ouverte où chacun peut être reconnu et reconnaître. Alors, au menu aussi du jour, donc on a la chance d'accueillir 5 contributeurs, voilà, dont je fais partie. Je vais rapidement me présenter, puis on va chacun pendant 2-3 minutes se présenter, et puis voilà, ensuite on enchaînera sur vraiment le contenu de cette table ronde virtuelle. Moi-même, donc, je suis Chris Delepierre, je suis cofondateur de Trésorium, qui est basé à Tourcoing, qui est une start-up sociale qui travaille sur les Fab Labs à vocation éducative, donc pour les enfants et les grands-enfants. Voilà, on travaille également sur les systèmes de badge. Donc, là, on y reviendra, je pense, dans les contenus des propositions, en tout cas des systèmes de reconnaissance ouverte. Je co-anime Badgeons Les Hauts-de-France avec Sandra. Et puis, voilà, je préside EdTech Hauts-de-France, qui est l'association régionale qui fédère les acteurs du numérique, de l'éducation et de la formation professionnelle pour voilà, nous fédérer, répondre ensemble à des consortiums, à des appels à projets, et puis voilà, tout simplement créer des liens toujours en région avec ces acteurs, que ce soit des grandes écoles, des écoles du numérique. Et voilà, on a deux membres aussi avec nous aujourd'hui, avec la Holberton School et le groupe Pop, hein, qui sont membres de EdTech Hauts-de-France, mais voilà, de rassembler finalement les acteurs également de l'inclusion numérique pour pouvoir ensemble faire des meet-ups, répondre ensemble à des appels à projets, et puis tout simplement mieux nous connaître. Je vais laisser peut-être la main à Sandra et puis Christophe, et puis ensuite on présentera Anaïk et Emmanuel pourront se présenter. Alors oui, je vais me présenter. J'étais en train d'envoyer un message qui n'était pas le bon lien de panel, donc on va essayer de le récupérer dans le panel, mais c'est pas grave, il est là, c'est l'essentiel. Alors, donc, oui, moi je suis Sandra, je suis, comme l'a dit Chris, co-animatrice de Badgeons Les Hauts-de-France. Donc, je suis entrepreneur sur le territoire des Hauts-de-France depuis une bonne dizaine d'années, et voilà, je fais du design, j'accompagne des organisations à
à créer les contextes d'apprenance, les contextes de développement dont elles ont besoin pour croître. Et voilà, donc la reconnaissance ouverte, les open badges, le design, l'intelligence collective sont mes outils du quotidien. Voilà ce que je peux dire pour moi. Christophe? Oui, super. Merci beaucoup, Sandra. Je t'invite, Chris, si tu peux partager la vidéo. Je vais te la Et partager de je vois au suite. passage qu'il y a il y a Camille, je pense, qui n'a pas eu le bon lien. Au passage, je vais voir avec elle éventuellement. Moi, je vais vous partager donc la vidéo rapide de présentation de la famille Mail. Et puis comme ça, tu pourras la commenter juste après. Voilà, je vous la passe. Hop, Merci. c'est parti. Ok. Non, il n'a pas le son non plus là. J'ai rejoint la famille C'est bon. dans le but de retrouver une activité professionnelle tout en apprenant et en essayant du moins de transmettre mon savoir-faire acquis durant mes études et mon alternance. J'ai rejoint la famille de reprendre une activité professionnelle dans un premier temps, puis découvrir un peu de choses, notre méthode de travail. À la Fabrique numérique, on crée des biens communs pour 2 territoires, M et Marc-en-Barœul, parce qu'on a 2 lieux de travail qu'on appelle des laboratoires numériques. Alors la famille, on travaille essentiellement sur des projets qui sont assez divers, et ça m'apporte une autre vision du travail, une autre vision du monde, et ça m'apporte aussi beaucoup de nouvelles connaissances sur des milieux que je ne connaissais pas, comme le montage vidéo, le montage photo, la modélisation 3D. Et donc, j'aime beaucoup ce que je peux découvrir. On apprend à utiliser des machines et des logiciels. On apprend petit à petit durant la création du projet. Alors, des machines type imprimante 3D, nous avons une découpeuse laser, un plotter ou des machines à coudre, par exemple. Et bien sûr, des logiciels, parce que beaucoup de ces machines sont numériques. Une des valeurs, justement, c'est d'apprendre en faisant pendant la production. Et donc, le droit à l'erreur. C'est pour ça qu'on est accompagné de Fab Managers, un par Fabium. Je suis heureuse de me lever le matin pour aller travailler pour la Fabium. Et je rajouterais qu'un service civique de 6 mois, ça passe vite. Et c'est important d'en profiter chaque jour. Super, merci beaucoup. Et donc, cette petite vidéo pour vous faire un peu une mise en bouche. Et moi, en tant que coordinateur adjoint à la famille, qui est donc un projet, une expérience sur quelques mois soutenu par tout un tas de partenaires qui sont au-dessus et observé même par l'Université de Lille, qui porte un regard presque sociologique sur ce qui se passe avec les apprenants, avec le territoire. Et donc, cette fabrique numérique, son objectif, c'est vraiment de tenter une expérience sur un territoire pour aider ces jeunes en service civique pour l'instant, mais tous les statuts seraient possibles. Ils pourraient demain, pourquoi pas, être en CDD. Et l'idée de leur offrir une expérience autour des outils numériques porteurs d'avenir et qui leur permettrait de pouvoir présenter ces compétences, ces nouvelles expériences et ces réalisations auprès de leurs futurs employeurs, auprès des partenaires locaux qui pourraient demain les recruter ou les faire travailler s'ils se mettent demain, par exemple, en tant que travailleurs indépendants. Voilà, donc c'est vraiment l'idée d'offrir ça à ces jeunes et aussi aux territoires et aux habitants, aux commerçants locaux pour ne serait-ce qu'éviter d'acheter des choses en provenance de Chine et d'utiliser directement des choses produites localement. Voilà la présentation. Merci Christophe pour cette rapide présentation, mais en tout cas, on a bien vu avec la vidéo du concret. Voilà, je vais laisser ensuite Anaïk se présenter. Bienvenue Anaïk. Merci Chris, bonjour à toutes et tous. Donc je me présente, moi je suis Student Success Manager pour Holberton School, qui est donc une école de développeurs informatiques qui forme en 15 à 24 mois sur des spécialisations de machine learning, donc intelligence artificielle, de réalité virtuelle et réalité augmentée, de développement web full stack. Peut-être que ça ne vous parle pas, mais ça vous parlera d'ici quelques minutes, et de technologie blockchain. Et donc, j'accompagne les étudiants sur la partie cursus, recherche de stage, recherche d'emploi et événements sur le campus, ainsi que réseau professionnel. À plus tard. À tout de suite, merci Anaïk. Et puis on accueille également Emmanuel Le Tourneux. Bienvenue Emmanuel.
Bonjour. Eh bien là, moi, je suis parmi vous, d'ailleurs très content, et je fais un clin d'œil à la FabNum qui est que je savais, enfin que j'ai découvert dont j'ai découvert tardivement qu'elle était associée à ce projet, et qui est un peu mon bébé, comme les enfants qui deviennent grands et qui quittent la maison pour aller s'établir avec d'autres personnes dans d'autres villes. La FabNum Mel, c'est un peu l'enfant de la FabNum Gonesse qui a été créée en 2015. Et donc, j'ai plaisir à la voir voler de ses propres ailes, faire de nouvelles alliances et se découvrir une famille. Voilà. Je suis là au titre du groupe POP dont je suis associé et responsable du développement en Île-de-France. Nous, chez POP, on a un peu comme dicton de faire société numérique. On s'intéresse aux innovations sociales numériques avec une vision du numérique comme un élément, espérons-le, émancipateur, créatif et facilitateur de démocratie. Ce n'est pas toujours évident dans le contexte actuel, on y reviendra. Et donc, chez POP, on s'intéresse à un petit peu toute la chaîne de valeur de ce qu'on pourrait appeler le numérique inclusif, mais au sens très large, inclusif parce qu'il engage justement tout le monde, parce qu'on dit souvent numérique inclusif pour parler d'inclure les plus pauvres ou les plus éloignés du numérique, mais on s'intéresse aussi à l'égalité des territoires face à la société numérique, aux usages, aux cultures et aux pratiques qui permettent de faire de la société numérique une chance pour tout le monde. On fait de la formation professionnelle avec Pop School, on s'occupe d'accompagner les métiers de la médiation numérique avec le Hub numérique inclusif des Hauts-de-France, les assembleurs. On accompagne les collectivités territoriales sur du design de politique publique, des stratégies numériques de territoire avec Pop-up. On a donc la FabNum, qui est ce dispositif de remobilisation créative qui accompagne la montée en compétences des publics en produisant des communs pour les collectivités territoriales. On a Pop Café, qui sont des réseaux de tiers-lieux numériques de proximité pour faciliter la montée en compétences des publics dans un cadre convivial, comme dans un café. Voilà, des activités assez différentes. Et je suis très content de participer à cette expérience. Merci, en tout cas, Emmanuel. Il y a des convergences, on le voit, donc c'est parfait. Peut-être en regardant la question dans le chat de Benoît qui se demandait qu'est-ce qu'un Open Badge. Alors peut-être on a l'habitude avec aussi les séminaires, les webinaires avec le plus important de montrer une petite vidéo qui explique concrètement ce que c'est, parce qu'on va aussi, je pense, en parler tout à l'heure dans les propositions du livre blanc. Donc, ce que je vous propose, c'est de passer une autre petite vidéo rapide pour expliciter peut-être pour ceux qui ne connaîtraient pas encore les Open Badges, qu'est-ce que c'est. Et puis on se retrouve juste après pour entamer, présenter, introduire ce livre blanc. Donc voilà, à tout de suite. Quand on va faire le bilan de ses acquis et de ses compétences, seuls les diplômes nous viennent à l'esprit. Il y a aussi les récompenses, les attestations de stage, les prix que l'on a remportés et les formations auxquelles on a participé. Mais on peut aussi avoir des compétences annexes, acquises tout au long de notre vie et de notre parcours. Ce sont des compétences souvent informelles, acquises hors des cursus officiels. C'est très dur de les nommer et même de les prouver. Et si tout ça pouvait être représenté et classé autrement? Il existe aujourd'hui des technologies simples et efficaces pour rendre ce service. On appelle ça les Open Badges. Véritables objets sociaux, ces badges sont associés à notre identité. Ils sont gratuits et reposent sur un standard ouvert. Mais comment ça marche? Les utilisateurs peuvent acquérir des badges émis par différentes entreprises, communautés, institutions, puis les stocker et les afficher par exemple sur leur CV, leur blog ou leur réseau social. Chaque badge est sécurisé et il contient toutes sortes d'informations vérifiables, à qui il appartient, qui l'a émis ou qui reconnaît sa valeur, ce qu'a fait son propriétaire pour l'obtenir. Et comme dans un réseau social, ces badges nous relient par thème et par lieu. Mais attention, car les badges, c'est encore plus que ça.
Voilà, donc on a eu cette petite action grâce à cette petite vidéo. Je vais vous repartager le fil de notre présentation. Voilà, pour vous introduire également, voilà, que ces échanges aussi sont basés sur le livre blanc par Le Plus Important, qui a édité 42 propositions pour faire de l'inclusion professionnelle une priorité des entreprises pour réussir une transition écologique et numérique et inclusive. Je vais vous le partager également dans le chat, hein, pour que vous ayez aussi voilà, en tout cas, que vous puissiez y accéder aussi en parallèle. Comme ça, vous pourrez justement voilà, regarder ce qui s'y passe comme proposition. En tout cas, il est téléchargeable, il est gratuit. Peut-être, Christophe, tu veux que je présente, que je parle la mind map que tu as réalisée, peut-être aussi en complément. Éventuellement, sachant que le livre blanc, il y en avait deux. Il y avait le premier sur les 40 propositions et celui-ci sur les 42 propositions, plus tourné vers la priorité des entreprises. Donc, la carte concerne l'autre version sur les 40 propositions. Voilà, donc une version en mind mapping, hein, pour ceux Voilà, qui préfèrent une pensée plus heuristique, mais en tout cas, voilà, vous avez le choix pour les découvrir. Et puis, voilà, on va introduire voilà, le cœur de notre webinaire aujourd'hui, ce dialogue uchronique, en tout cas ce format qu'on a voulu pour introduire ce sujet. Je vais laisser la main à Sandra pour le présenter. Merci, Chris. Alors voilà, nous allons partir dans un voyage uchronique. Imaginez, nous sommes en 2040 et nous avons réussi à relever les défis posés 18 ans plus tôt par le livre blanc. Comment nous avons fait? Pendant ce webinaire, il va s'agir de repenser le présent à partir du futur. Par notre dialogue uchronique, nous allons co-construire le récit de nos futurs souhaitables et produire un nouveau récit de société, un nouveau rêve. Ensemble, nous décidons d'inclure toutes les énergies individuelles et collectives. Nous vous racontons ce que nous avons entrepris sur les territoires pour faire de l'inclusion professionnelle une priorité des entreprises et réussir la transition écologique et numérique inclusive. Aujourd'hui donc, les explorateurs du futur s'imaginent en 2040 et hybrident leur regard. Le temps de cette expérience, ils s'expriment au présent ou au passé et remplacent le « c'est possible » ou pas par « c'est fait » et voilà comment nous y sommes arrivés. Donc, on a défini que Christophe allait se lancer en premier et ensuite à chacun de vous, Anaïk, Emmanuel, de poursuivre. Sachant qu'on se donne 5, 10, 15 minutes en fonction de vos besoins et la possibilité, bien entendu, de rebondir les uns sur les autres. J'espère que rebondir ne fera pas mal les uns sur les autres. Non. Donc, effectivement, merci de me permettre d'essuyer les plâtres et de commencer cette expérience futuriste. Pour moi, commencer à réfléchir à cette façon de me projeter en 2040, je suis reparti des quelques axes du livre blanc en me disant, voilà, celui-ci me plaît. Si en 2040, je considère que c'est fait, qu'est-ce que j'ai vécu, qu'est-ce que je vis dans cette période de 2040? Et un que j'ai retenu, parmi ceux que j'ai retenus, était cette idée d'inciter à utiliser les badges numériques en entreprise. Et ce que moi, je peux dire aujourd'hui en 2040, c'est qu'en fait, on est surpris de voir que les entreprises s'intéressent vraiment aux jeunes qui sont passés par la fabrique numérique. Et ces jeunes ont été capables de leur montrer les open badges liés à leur parcours chez nous. Et ces jeunes ont réalisé des objets en 3D, ont réalisé des pièces de rechange en 3D, ils ont été capables de modéliser des objets et de les reproduire dans des matériaux tangibles, physiques. Et ça, ils sont capables de le montrer à ces entreprises locales, ces petites PME qui n'ont pas forcément les moyens, surtout qu'en 2040, il y a une hausse énorme du prix du pétrole et donc les transports de tout ce qui vient de Chine sont excessivement chers. Et de ce fait, ces entrepreneurs ont la possibilité de trouver des matériaux, des objets qui seront fabriqués sur mesure en fonction des besoins, pas de stock à gérer. Et donc, ils sont contents de voir que ces jeunes ont ces compétences et ils sont vraiment intéressés par ces open badges. Ce qu'on voit aussi aujourd'hui, c'est que on a enfin, ça fait déjà plusieurs années, hein, on est en 2040, donc ça fait déjà une bonne dizaine d'années qu'on a le soutien des missions locales et des mairies qui cautionnent ces open badges. Parce que ce n'est pas le tout de se dire entre nous,
la fabrique numérique, on accorde des open badges aux jeunes qui passent chez nous, mais si la mission locale qui se charge de mettre ces jeunes sur le marché de l'emploi, si la mairie cautionne ces badges, eh bien, ça leur donne encore plus de valeur. Et du coup, quand ces jeunes vont en entreprise, ils sont plus crédibles. Déjà, ils sont crédibles par eux-mêmes, parce qu'on leur a appris à gagner de la confiance en eux. Et en plus, s'ils viennent et qu'ils sont estampillés, certifiés mairie et mission locale, ça leur donne encore plus de légitimité à se présenter face aux entrepreneurs. Autre chose aussi qu'on voit et qui nous fait plaisir aujourd'hui en 2040, c'est cette idée que les habitants, les assos, les commerçants et les entreprises pour lesquels ces jeunes ont fait des réalisations, eh bien, en fait, ils jouent le jeu de valider eux aussi, donc les habitants, assos et commerçants et les entreprises, ils valident aussi ces open badges, pas que les mairies et les missions locales. Donc, ils donnent aussi encore du crédit et ça fait comme une traînée de poudre, mais celle-ci, elle n'explose pas. C'est plutôt une traînée de fleurs, j'ai envie de dire, là c'est mon côté écologique un peu, qui fait que ça pousse et ça fait comme des rhizomes, ça fait comme des fraisiers, voilà. Ça s'étale sur le territoire et ça fait des belles pousses. Donc ça, c'est l'axe voilà, qui nous a plu, nous, dans ce livre blanc, de développer, de mettre en place, d'inciter à utiliser les open badges. C'est ça que ça a produit chez nous. L'autre point aussi qui nous a beaucoup aidé et soutenu pour arriver à ça en 2040, c'est ces stages, ces présences en entreprise, ces périodes de mise en situation au milieu professionnel dont les jeunes peuvent bénéficier, que ce soit des étudiants, en troisième ou autres. Eh bien, on a été agréablement surpris, donc c'était vers 2028 à peu près, de voir que les écoles étaient vraiment friands de cette approche-là. De voir que les open badges qu'on donnait, nous, aux jeunes qui passaient à travers la famille, eh bien, même les stagiaires en troisième qui venaient chez nous, eh bien, ils avaient aussi leurs open badges parce qu'ils faisaient des réalisations, des stages découvertes. Ils avaient une posture, une attitude positive et on pouvait la reconnaître, cette posture, et leur donner du coup une forme de... Qu'on commençait à leur permettre de constituer ce portfolio pour eux de bonne posture et de compétences. Alors, ce qui a été plus délicat, c'est de sensibiliser les recteurs d'académie parce qu'ils étaient un petit peu plus réfractaires à ça. Mais finalement, la pression et le lobbying qu'on a pu faire a été assez bénéfique. Et du coup, on a pu étendre cette démarche à tous les jeunes en dehors de l'école et en dehors des temps en entreprise. Par exemple, quand il y a le Clean Up Day, cette fameuse journée où on nettoie la nature, eh bien, ils peuvent l'inscrire dans leur badge. Quand ils s'engagent dans la Croix-Rouge, ils peuvent le notifier dans les open badges. Et donc, que ce soit dans l'école ou dans le milieu professionnel, on enregistre, mais ce qu'ils font à côté est aussi enregistré. Et ça a vraiment enrichi leur parcours et j'aimerais encore dire leur confiance en eux. Et du coup, les dossiers qu'ils sont capables de présenter quand il s'agit de présenter Parcoursup, parce que oui, en 2040, Parcoursup existe encore, du coup, leurs dossiers sont plus riches. Et ils se distinguent du coup de ceux qui n'ont pas ces open badges, qui n'ont pas pu capitaliser sur ces expériences et ces engagements citoyens. Et du coup, ils arrivent mieux à intégrer les écoles qu'ils souhaitent intégrer. Vous me dites au niveau du timing si jamais... Anaïk, tu voulais peut-être réagir? Oui, tout à fait. Je voulais réagir sur ce que disait Christophe. On parle des étudiants. Nous, aujourd'hui, donc en 2040, on rigole parce qu'on voit les CV. Les CV, comme ils étaient rédigés avant, comme c'était compliqué pour justement ces étudiants ou ces personnes en reconversion professionnelle de les monter. Aujourd'hui, on a pu ce CV, on a ce portfolio, on a justement ces badges avec ces compétences, on a ces learning quotient qui sont donc les compétences acquises en entreprise pour les salariés, mais aussi pour les stagiaires. Et du coup, en effet, ces badges sont venus révolutionner la manière de se vendre, entre guillemets, pour une entreprise, pour un employeur. Et donc, c'est rigolo de regarder en arrière comment on faisait. Et c'est vraiment cet aboutissement des soft skills, des compétences plus humaines et mélangées en même temps à la partie technique qui prime maintenant sur les entretiens d'embauche plutôt que certains diplômes dont on pouvait parler avant.
finalement, ça a beaucoup moins d'importance. Ça en a encore un petit peu. Et je trouve ça intéressant, effectivement, de cette question de CV, parce qu'aujourd'hui, une fois qu'on a eu sa formation initiale, comment on met en valeur son parcours professionnel et cette validation des acquis d'expérience. On a acquis des expériences nouvelles qui sont au-delà du diplôme qu'on a eu, et notre CV ne cesse de s'enrichir au fur et à mesure de notre parcours. Et la question aussi, c'est comment nous, grâce à la fabrique numérique, en 2040, on arrive, grâce aux open badges, à accompagner les habitants du quartier adultes qui sont venus chez nous pour apprendre, pour expérimenter, pour découvrir des outils qui leur semblent encore en 2040 un peu bizarres. Et ils peuvent venir, ils sont accueillis à bras ouverts par les jeunes qui sont là et par les salariés de la fabrique numérique. Et ils ont pu faire eux-mêmes des réalisations. Et ces réalisations qu'ils font chez nous, ils peuvent les montrer aux recruteurs sur les missions auxquelles ils postulent. Et s'ils n'avaient pas eu la famille pour leur mettre à disposition une imprimante 3D, par exemple, ils n'auraient pas pu s'essayer, parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens de s'en acheter une eux-mêmes. Et donc, il y a une espèce de bien commun qui est mis là au milieu du quartier, où les gens peuvent accéder, s'entraîner, échanger entre eux, apprendre les uns des autres, et du coup enrichir leur CV et donner confiance aux recruteurs sur des métiers qui intègrent ces dimensions numériques. Donc la modélisation, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Le montage vidéo, comme on le voyait tout à l'heure dans la petite vidéo de la famille, ce n'est pas évident, il faut s'essayer, il faut expérimenter, il faut se donner le droit à l'erreur. Et là, quoi de mieux que la famille pour accueillir toutes ces expérimentations et ces essais et ces erreurs, on a le droit, et c'est comme ça qu'on grandit. Et même si le métier de base de l'adulte en question n'était pas proche du numérique, bah finalement, il arrive à hacker son propre parcours et à y mettre du numérique dedans et à le faire valoir. Et ça, c'est très intéressant aujourd'hui de voir qu'il y a des adultes qui ont la banane en 2040 parce qu'ils ont réussi à faire cette bascule numérique. D'ailleurs, c'est souvent ce qui se passe dans les métiers qui sont un peu, on va dire, disruptés par les technologies. Et plutôt que d'avoir quelqu'un de compétent, de motivé, être au chômage parce que son métier a évolué et puis il n'a pas su évoluer avec son métier, eh bien là aujourd'hui, il est capable de danser en même temps que les évolutions et les besoins du marché du travail, et le marché de l'emploi d'ailleurs préférablement. Et du coup, il reste toujours actuel, il s'actualise régulièrement et ça lui permet d'être, je ne vais pas dire toujours au top, mais en tout cas toujours alerte sur ce qu'on peut attendre de lui dans des missions nouvelles qui sont aujourd'hui en 2040. Et je pense notamment à tout ce qui est cette approche des villes en transition, du do it yourself, du fais-le toi-même, où les gens sont amenés par eux-mêmes à fabriquer des choses, à fabriquer des cabanons, parce qu'aujourd'hui le béton coûte cher en 2040, le sable, il n'y en a plus, les fours qui fabriquent le ciment, ils n'ont plus de ressources énergétiques pour faire ça. Donc on doit ensemble trouver d'autres façons de construire des habitats. Et les outils numériques nous permettent de modéliser des nouvelles formes d'habitat modulables. Eh bien, à la FAMU, on peut aider les gens à fabriquer leur propre logement, éventuellement, en tout cas le modéliser numériquement, et après à eux de trouver les matériaux à côté. Et ça, ils ne pouvaient pas le faire avant, parce qu'ils n'avaient pas la connaissance technique de la modélisation, ils n'avaient pas les outils, ils n'avaient pas les ordinateurs qu'on peut leur mettre à disposition, et ils n'avaient pas l'imprimante 3D qui leur permettrait de voir à quoi ressemblerait cet habitat, de se rendre compte que voilà, ben là, en fait, là, il manque une fenêtre, là, il faudrait mettre une porte en plus, voilà. Et ce parcours des adultes, il est vraiment intéressant parce qu'on le voit se réaliser sur le territoire. Ce n'est pas à 10 000 km d'ici. On le voit, on voit les gens sur place et les entreprises peuvent les voir. Et grâce aujourd'hui à la pression qu'on a pu mettre depuis ce livre blanc, où on a créé une base de données aidée par une intelligence artificielle et de la data scientifique, on peut collecter les données propres à ces open badges et aux gens qui en sont propriétaires. Et on peut du coup faire des recoupements en tout bien tout honneur, RGPD respecté bien sûr, pour leur faire du push, j'allais dire leur offrir des missions et des réalisations qu'ils sont capables de faire parce qu'on a vu qu'ils étaient capables de faire ça à travers un open badge. Et du coup, aujourd'hui, on est heureux de voir que Pôle emploi, qui existe toujours en 2040, dans l'espace personnel des candidats, eh bien, ils peuvent maintenant inclure leurs open badges comme un portfolio à part entière. Et ça leur permet d'inscrire tout ce qu'ils ont acquis tout au long de leur parcours, tout ce qu'ils ont collecté comme des bons agriculteurs.
Ils ont récolté à chaque saison des belles choses et ils les rendent visibles et tangibles, que ce soit des parcours professionnels, personnels ou associatifs. En tout cas, Christophe, tu n'as pas pris une ride en 2040 et tu es toujours aussi prolixe. Je vais peut-être laisser réagir Emmanuel et Sandra, puis Sandra peut-être sur… Alors, moi, en 2040, là d'où je suis, je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Christophe, mais je trouve qu'il sous-estime les bouleversements qui ont eu lieu en 20 ans. Parce que ce n'est pas seulement les compétences qui se sont adaptées aux entreprises, mais l'économie a été profondément bouleversée et le numérique aussi. Et d'ailleurs, je me souviens d'un livre blanc qui a été publié il y a une vingtaine d'années qui ne prend pas en compte ces évolutions souhaitables du monde du numérique, sans lesquelles ça sera une invocation sans effet que de vouloir tout le temps courir après un train qui va plus vite que nous vers un mur. Je vais en revenir. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces 20 dernières années? Eh bien, on peut se pencher sur la tombe du capitalisme néolibéral et des GAFAM, parce que la crise climatique ne nous aura pas laissé beaucoup de choix. Et donc, elle a très rapidement disqualifié les grandes multinationales et les circuits longs. À cause de ça, elle a rendu complètement ridicule la concentration qui en fait était justifiée par pas grand-chose, qui produisait plus d'effets pervers et d'impact négatifs des acteurs du numérique, cette concentration extrême aujourd'hui du monde numérique. Enfin, à l'époque, je veux dire. Et en 2040, plus rien n'est désormais produit à plus de quelques centaines de kilomètres, comme le disait Christophe. Et le numérique, il est pourtant toujours là, plus que jamais, puisque pour pouvoir opérer dans la proximité et à des échelles plus petites, il faut encore plus de technologie de la relation, de la communication, de l'information et de coordination entre les acteurs. Mais ça n'est plus du tout le même numérique. En tout cas, sinon, je ne serais peut-être pas là en 2040 pour vous en parler. Alors quoi, par exemple? Les circuits courts et la fabrication distribuée. La crise écologique a raccourci nos circuits de distribution. Elle a relocalisé les productions tout en les distribuant grâce à la fabrication numérique. C'est ce qu'expliquait Christophe et c'est pour ça que je pense qu'en 2040, la FABNUM, c'est l'industrie, tout simplement. Ça n'est plus une manière d'accompagner seulement la montée en compétences des publics, mais c'est le modèle industriel. On a de très nombreuses micro-entreprises qui sont capables de produire un objet industriel, disons par exemple un chauffe-eau, de telle manière que chaque de ces micro-entreprises produit un rouage, une pièce, une carte imprimée, une courroie, et on peut se faire livrer les pièces produites par des centaines de contributeurs locaux équipés de petites machines à commande numérique dans une station-service où une équipe encore plus locale assemblera tout ça pour nous permettre de récupérer notre chauffe-eau ou autre appareil. Ce bouleversement, il s'est fait en moins de 20 ans. Il a renversé, il a bousculé le domaine de la formation professionnelle, bien entendu, qui était encore à l'époque, il y a 20 ans, bâti sur une architecture de compétences dont la reconnaissance, Chris parlait du RNCP, par des diplômes et titres officiels pouvait nécessiter des années, parfois jusqu'à presque une décennie. Évidemment, dans un contexte de changement aussi rapide, tous ces systèmes de référentiels nationaux ne sont plus suffisamment résilients ni suffisamment fluides. Heureusement, les open badges qui existaient depuis déjà très longtemps et le développement des actions de formation en situation de travail ont pu offrir une infrastructure d'évaluation et de conduite du changement assez résiliente pour que l'ensemble des salariés se reconvertissent à ces modes totalement nouveaux de production. Et donc, en quelques années, ça aura permis à des millions de travailleurs dans les territoires de se réinventer, de se recycler à toute vitesse, en s'appuyant sur leurs atouts reconnus depuis déjà plusieurs années grâce aux open badges et à des actions de coaching et de formation en situation de travail pour participer à cette nouvelle économie. J'en viens au point le plus important à mon avis, qui est que dans l'ensemble, la société numérique a beaucoup changé depuis les années 20 du 21e siècle, notamment depuis que les pouvoirs publics et les acteurs économiques ont pris conscience de sa dimension profondément politique. Et imaginez-vous que dans les années 20 du 21e siècle, on a pu, parce qu'on a voulu protéger les droits des auteurs, par exemple des œuvres culturelles, encourager
des plateformes de streaming vidéo extrêmement consommatrices en énergie et qui ont fait en sorte que la prescription culturelle n'était plus organisée que par des entreprises basées en Californie dans le monde entier. Ça a été une erreur stratégique majeure, alors que les biens culturels, nous le savons tous aujourd'hui, sont des infrastructures qui relèvent du partage et des biens communs et qu'elles doivent être gérées comme toutes les infrastructures que sont les routes, les voies ferrées, l'accès à l'eau, à l'énergie, etc. Depuis donc qu'on a tourné le dos aux solutions propriétaires portées par des acteurs aussi lointains que surpuissants, tout est devenu beaucoup plus simple. Le numérique, ça n'est plus, en 2040, des outils auxquels les citoyens doivent sans cesse s'adapter en mode marche ou crève, mais des infrastructures de coopération et de collaboration qui sont absolument indispensables à une transition durable de nos territoires et de nos économies. Du coup, comme c'est des infrastructures, au même titre, je vous le disais, que les voies ferrées, les routes, des choses comme ça, le numérique est encadré et pris en charge par des collectivités et des collectifs de manière plus générale. Il est devenu un bien commun. Et on a tendance aujourd'hui, en 2040, à oublier qu'il y a à peine 20 ans, on devait changer de terminal tous les 2 à 5 ans, sans cesse accepter d'installer des technologies incroyablement voraces en ressources, sans aucune raison, la mise à jour doublant immédiatement les ressources consommées, avec le besoin de se former constamment comme une mouche qui tourne dans une cage, pour un intérêt pas toujours évident, à vrai dire. C'était quand même un monde très barbare au début du XXIe siècle, et on a quand même parcouru pas mal de chemin entre-temps. Voilà, c'était… Merci Emmanuel pour cette rétroscription de l'histoire. Anaïk, tu voulais peut-être réagir? Oui, j'entends beaucoup de mots d'immobilier, c'est assez intéressant parce qu'en immobilier, on parle toujours de… Vous m'entendez? De l'emplacement. Et l'emplacement, c'est vraiment le nerf de la guerre. Et l'emplacement, c'est aussi le choix qu'on a fait en installant notre école et on ne s'est pas trompé il y a 20 ans au sein d'écosystèmes dynamiques et là où il y avait des pépites, des talents à dénicher. Et c'est en ça que le modèle éducatif a évolué, c'est qu'en fait, les écoles se sont positionnées à l'endroit où il y avait des talents et à l'endroit où il y avait également les besoins des entreprises. Donc, voilà, c'était juste une petite aparté pour ne pas trop s'éloigner du sujet. Voilà. Merci. Alors, Sandra, je ne sais pas si tu te rappelles de l'époque des badges en France. Si, je me rappelle et du coup, je voulais compléter à la fois ce que disaient Christophe et Emmanuel, c'est que Christophe a beaucoup parlé des femmes numériques à la destination des publics adultes, mais il a oublié de citer, et c'est bien normal tellement le sujet est passionnant, que les femmes numériques, comme d'autres tiers-lieux d'éducation, sont venus en complémentarité de l'éducation classique en université ou à l'école et que ça a accompagné le développement de diplômes ouverts où des individus, des jeunes ou des moins jeunes, pouvaient choisir l'ensemble des modules qu'ils pouvaient suivre et que ces modules pouvaient à la fois être suivis dans un corpus peut-être universitaire ou de grandes écoles, mais également en partenariat avec des entreprises, avec du mentorat d'entreprise, des choses comme ça. Ce qui fait que les compétences, en fait, elles sont à la fois émises et choisies depuis les territoires par les entreprises et les collaborateurs et les salariés et reconnues en même temps. En fait, il y a eu un grand événement qui était en 2023, donc ça c'est assez vite après l'émission du Livre blanc. En 2023, juste après les élections, en fait, il y a eu en Hauts-de-France, il y a eu un grand événement qui a rassemblé les entreprises du territoire, les OPCO, Pôle emploi, enfin tous les acteurs de l'époque pour écrire ensemble en fait un plan de développement des compétences dans lequel ils ont réfléchi à 50 ans à quelles étaient leurs visions du monde.
en prenant compte évidemment de toutes les conclusions du GIEC et ce que Emmanuel a déjà évoqué d'un monde qui doit nécessairement changer et donc des compétences qui doivent les accompagner. Et donc, lors de ce gros travail tous ensemble, il y a plein de compétences qui ont été identifiées et comme le système éducatif ne permettait pas d'avancer aussi vite qu'il le voulait au départ, ils ont décidé en organisation, en tant qu'organisation, de proposer des situations apprenantes à tout à chacun sur le territoire. Donc, quand je dis tout à chacun, c'est des jeunes, des adultes, des moins jeunes, des collaborateurs, en tout cas de permettre des activités et aux participants, aux personnes de pouvoir les intégrer. Et non seulement c'est de pouvoir les intégrer, mais c'est aussi ensuite de pouvoir capitaliser sur ces compétences en utilisant cette technologie, cet outil des Open Badges. Pour rester un peu dans le domaine de l'éducation aussi, je tiens à rappeler que même si ça n'a pas été tout de suite super simple au niveau de l'éducation nationale, ça a quand même réussi et la bascule s'est faite en 2025, donc quand même assez vite. On a vu permettre des expérimentations sur des territoires et notamment sur le territoire des Hauts-de-France sur la mise en place systématique de processus réflexifs sur les compétences. Donc des jeunes. Et ces compétences, elles étaient une grande nouveauté, elles étaient reconnues à la fois par les enseignants classiques, on va dire, mais aussi par les jeunes entre eux, entre pairs, et les mentors qui venaient du monde de l'entreprise. Donc ça a été un grand chamboulement. Et pour rester sur le domaine de l'éducation, je vous ai dit qu'il y avait des expériences apprenantes ou des situations apprenantes qui ont été proposées. Ce qui était intéressant, c'était de voir qu'elles étaient proposées finalement à des entreprises aussi d'autres organisations, donc du privé et du public, qui ont pu venir exercer une compétence qu'ils avaient acquise dans un domaine, par exemple, on va dire l'industrie aéronautique, vers un autre domaine d'activité qui peut être la gestion de projets dans l'univers des services publics, par exemple. Mais du coup, de se reconnaître aussi mutuellement. Ce qui a eu un gros effet j'allais dire désenclaver, de permettre aux personnes et aux organisations de se reconnaître mutuellement, sans parler des langues différentes. Je sens qu'Emmanuel est patte. Ouais. Non, mais en fait, parce que ce qui a été le plus difficile dans cette transition que tu évoques, ça n'a pas été tant d'innover pour apporter de nouvelles approches, mais ça a été aussi que les institutions, comme par exemple l'école, s'ouvrent à ces innovations. Et il y a eu des pas décisifs qui ont été faits, peut-être dans les années comme ça, 2023-2024, par exemple, l'intégration par les éditeurs d'ENT, donc les espaces de travail des écoles, de tous les acteurs de l'éducation populaire. Puisque ces ENT étaient prescrits par les départements et ensuite sous-loués aux écoles, ils avaient la liberté. En fait, ils n'appartenaient pas à l'éducation nationale, ils s'en sont rendus compte assez tard, et ça leur a donné la possibilité finalement de ne pas rester dans le cadre institutionnel, faute de quoi ça aurait sans doute mis 20 ans à commencer. Et dans de nombreux champs de la formation professionnelle, de la remobilisation des personnes éloignées de l'emploi, il s'est un peu passé la même chose, c'est-à-dire qu'il a fallu que les acteurs de l'innovation fassent bouger les acteurs des institutions de manière souvent subtile et par en dessous, un peu comme dans l'exemple que je viens de citer. Parce qu'en fait, l'un des freins, c'est l'existant parfois. Merci pour ces deux apports. Moi, ça m'a inspiré sur le côté, effectivement, le changement des institutions et le choix des financements. Et moi, ce que j'ai bien aimé, c'est quand en 2028, effectivement, les gouvernements ont choisi
de basculer cette idée d'économie d'impôts, de recherche qui ne servait pas à grand-chose finalement, qui a fait beaucoup de dégâts et qui a sorti beaucoup d'argent du bien public, et qu'ils ont réfléchi ces financements vers ces démarches d'inclusion numérique pour donner sa chance à tout le monde. J'ai trouvé que c'était une aubaine et ça nous a fait un grand bien, comme une grande bouffée d'air pour pouvoir embaucher tout simplement. Et quand je dis embaucher, c'est embaucher des managers accompagnants, femmes ou hommes. Nous, de la Fabrique numérique, on a pu avoir du personnel en CDI de façon à plein temps pour pouvoir accueillir le public, accueillir les salariés. Et on a été surpris de voir justement cet afflux de salariés en mode, j'allais dire, mécénat de compétences, qui avaient des choses à proposer pour apporter leur contribution à cet esprit tiers-lieu de la fabrique numérique implanté dans un quartier, mais qui aussi, eux, étaient venus apprendre un certain nombre de choses. Et il y a cette capacité à apprendre des salariés en mode mécénat de compétences. Ça a développé cette espèce de quotient d'apprentissage, cette capacité qu'ils ont à apprendre en dehors de leur entreprise pour après revenir avec des choses de la société civile pour les développer chez eux. Et ce va-et-vient entre le monde professionnel et la société civile, il est très riche aujourd'hui. On voit cette espèce de fertilisation croisée que ça génère. Et c'est grâce, on va dire, au financement qu'on a pu obtenir ces refléchages. Et du coup, tout ce qui est soutenir les entreprises avec des crédits d'impôt pour que finalement elles licencient derrière, ça c'est de la vieille histoire, c'est du début des années 20 et du coup aujourd'hui l'argent va vraiment sur les territoires et pas pour améliorer des résultats nets et accroître les dividendes de gens qui ne sont pas implantés localement. Christophe, Oui, vas-y. Je peux permettre de compléter, justement, parce que tu disais les crédits d'impôt, c'est has-been. Par contre, effectivement, en 2023, moi, ce qui m'a vraiment frappé, c'était que le gouvernement nouvellement installé a décidé de créer un crédit d'impôt automatique et exclusivement accordé aux organisations qui proposaient des situations apprenantes dont je parlais tout à l'heure. Et non seulement il y a ces situations apprenantes qui doivent exister, mais aussi reconnues grâce aux open badges. Et même si aujourd'hui, en 2040, ce crédit d'impôt n'existe plus parce qu'il n'a plus à exister, il a été quand même extrêmement accélérateur au niveau des entreprises, justement pour apporter un peu d'argent là où on en manquait. Voilà, je me suis permis d'ajouter. Et Chris voulait aussi. Oui, tu as raison, il y a eu aussi un label public badgeant les organisations et avec justement badgeant les pratiques et les compétences pour encourager aussi les organisations et notamment les entreprises à badger ou en tout cas à se lancer dans la démarche. C'est vrai que le crédit d'impôt innovation recherche a été finalement transformé en crédit d'impôt éducation, en tout cas dans le cadre de la responsabilité éducative des entreprises. Voilà, il y a eu un fort engagement de l'État pour encourager les organisations à devenir apprenantes et surtout à le mettre en valeur et à le valoriser, même à l'échelle de l'individu. Voilà, ça fait quelques années qu'on est à le revenu universel, ou en tout cas le revenu contributif. Et donc là aussi, c'est vrai que ça permet justement à valoriser ces contributions dans la société, que ce soit des projets marchands ou non marchands, et de pouvoir aussi valoriser grâce à ces badges les situations apprenantes dans lesquelles on est, sachant que grâce à justement l'application qu'on a pu expérimenter de 2022 à 2027 dans le cadre d'un AMI innové dans la forme scolaire à Tourcoing avec le Cube, ça nous a permis d'expérimenter à échelle d'un territoire, la ville de Tourcoing, une ville apprenante finalement, que chaque situation finalement est occasion d'apprendre et comment on pouvait les référencer dans le cadre d'une application pour pouvoir ensuite délivrer des badges associés. Et voilà, et petit à petit, ça a grandi. La MEL apprenante, c'est devenu entre-temps la MEB, la métropole européenne bleue, parce qu'il y avait aussi des enjeux liés à l'eau. Mais entre-temps, voilà, la MEB apprenante, et puis ensuite la région Hauts-de-France, et puis ensuite l'État, en tout cas le territoire national. Mais en tout cas, voilà, ça a été par capillarité, en tout cas petit à petit. Il y a eu un effet boule de neige, comme on dit. Il y a eu de plus en plus d'acteurs et c'est justement le fait qu'il y ait tous les acteurs représentés. Je
pense que ça a été un facteur clé de succès, hein, qu'il n'y avait pas d'un côté les entreprises, de l'autre les organisations, les assos d'éducation populaire, de l'autre l'éducation nationale, mais que voilà, ça a été un mouvement ensemble pour que le badge devienne un passeport sur le territoire finalement et dans toutes les situations de la vie, tout au long de la vie aussi, quoi. Ça concernait dès le collège et puis ensuite, voilà, quel que soit son âge, on a pu justement obtenir ces reconnaissances et les valoriser, sachant que grâce à l'appli et grâce à aussi un développement des étudiants de la Holberton School, on a pu avoir une IA pour justement faire le matching avec des offres d'emploi entre les badges et les compétences et les recherches finalement qu'avaient les entrepreneurs du coin au niveau des territoires locaux. Et donc, c'est vrai que voilà, grâce à cette IA qui recommandait aussi des situations apprenantes en fonction de ses objectifs d'apprentissage, on a pu aussi guider, créer des parcours finalement un peu sur mesure sur le territoire, dans des tiers-lieux, mais aussi dans des cadres plus formels à l'école. Et grâce à ça, voilà, on a pu justement, comme tu disais Emmanuel, avoir ce wiki skills, hein, ce référentiel dynamique de compétences grâce au badge qui était mis à jour continuellement grâce aux expériences de terrain et grâce à ces badges dynamiques, quoi. Je suppose qu'Anaïs va certainement rebondir puisque la Holberton School a été abondamment citée, mais je voulais juste, parce que c'est un peu dans le même esprit des souvenirs des années, des signaux qu'on avait déjà il y a 20 ans. Je me souviens des plans d'investissement dans les compétences, et puis ça fait écho aussi au livre blanc, d'un échange avec une collectivité territoriale, une agglomération de la région parisienne à Saint-Quentin-en-Yvelines dans les années 20, pour monter un projet de PIC 100% inclusion qui accompagne 800 personnes très éloignées de l'emploi vers la remobilisation, en faisant le pari de le faire à travers un tiers-lieu numérique inclusif d'émancipation pour les publics, avec un parcours à la carte complètement libre et entièrement structuré sur les open badges. Et je me souviens que l'agglomération a mis autour de la table le réseau des missions locales, la Cité de l'emploi, les associations d'insertion locale, le Pôle emploi. Et lorsque ce plan d'investissement dans les compétences a été gagné, qu'elle s'est tournée vers nous et qu'elle nous a dit, on ne vous l'avait pas dit, mais votre mission secrète va être d'activer tous ces acteurs pour que dans les 3 ans, on puisse pérenniser ces nouvelles approches, parce qu'ils sont très résistants à cela aujourd'hui. Et donc, c'est aussi passé par tous ces relais. Ça va dans le sens de ce que tu décrivais, cet effet tache d'huile par capillarité, où à des échelles, on fait bouger les choses comme ça pour que cette agilité dans la reconnaissance des compétences et aussi ce rôle joué par les destinataires dans leur propre destin soit reconnu également comme un levier. Moi, je voulais rajouter un élément, on n'a pas tellement évoqué, qui pourtant est flagrant pour nous, là qui sommes, en tout cas dans la région au nord. Effectivement, je disais très bien Chris tout à l'heure, changement climatique aidant, il y a un peu plus d'eau dans les Hauts-de-France. En tout cas, la côte reste la même taille, mais ça rentre plus dans les terres. Et il y a tout cet accueil des migrants climatiques qu'on a dû accueillir sur le territoire français, qui est un territoire d'accueil, qui ont des compétences chez eux, des diplômes chez eux, mais qui n'ont pas su les faire valoir parce qu'il n'y a pas les équivalences, que ce soit en Belgique, aux Pays-Bas ou en France. Et du coup, grâce à cet effort d'inclusion, grâce au numérique, on leur a permis de réaliser des choses très utiles pour nous, pour notre agriculture, pour nos villes en transition, et on a pu les faire valoir, ces réalisations. Et aujourd'hui, ils sont sur le territoire capables de réaliser des belles choses, des belles œuvres, des œuvres d'art, entre guillemets, mais qui ont du sens pour nos besoins actuels. Et on fait appel à eux parce que justement, cette fameuse plateforme que tu citais tout à l'heure, Chris, permet de faire du matching entre ce qu'ils savent faire eux aujourd'hui, même s'ils sont migrants, réfugiés climatiques, eh bien, on peut les faire bosser. Ils ont une valeur certaine pour notre communauté territoriale et aussi au niveau national. Et voilà, de faire des migrants forgeurs, parce que donc, ceux qui travaillent à la fabrique numérique sont des forgeurs ou des forgeuses, faire des migrants forgeurs et forgeuses, je trouve que ça a été vraiment une belle réussite en 2040, et c'est beau à voir. Voilà, c'est beau à voir notre humanité et de se dire que
c'est en partant d'une expérience citoyenne de territoire qu'on a réussi à faire monter ça aux plus hautes instances et de mettre en place des lois qui jouent en la faveur de l'accueil, du transfert des compétences et de la formation. Ça me fait toujours plaisir. Et de voir aussi que tout ce qui est système d'échange solidaire, cette espèce de nouveau contrat social qui fait que les monnaies complémentaires sont prises en compte dans cette dynamique d'échange territorial, que les systèmes d'échange locaux tels que les CEL, les plateformes de dons, etc., tout ce qui tourne autour de l'économie collaborative finalement, est mis en valeur et peut être historisé quelque part dans des badges. Le fait que je sois un très bon conducteur sur Blablacar et toutes les autres plateformes, les Mobicop et autres, d'ailleurs Blablacar est un peu en défaillance à la bourse et Mobicop prend le dessus, eh bien, le fait que tu sois un bon conducteur, c'est reconnu et ça peut donner confiance peut-être à une entreprise de livraison de dire bah oui, j'ai vu que vous avez un open badge qui dit que vous conduisez bien, donc je vous recrute pour être chauffeur, un livreur. Et donc, et ça, ce n'était pas inscrit dans le CV. Et oui, Christophe, c'est cette loi, je ne sais pas si tu te souviens, qui a instauré les quotas sur la diversité et la diversité de genre également dans les entreprises pour avoir une société technologique équitable et qui a permis notamment, du coup, par le biais de ces quotas, de pouvoir comment dire, avoir une vision de la société qui était juste, équilibrée, innovante et du coup beaucoup plus créative que ce qu'on avait en 2020 avec ces geeks voilà, très binaires qu'on adore, mais qui avaient besoin d'un petit peu remuer. Ouais, en tout cas, c'est vrai que la question des migrants et des réfugiés, hein, je pense aussi aux réfugiés ukrainiens qu'on a accueillis en masse aussi dans les années 2022 et 2023. Bah voilà, c'est justement comment on transpose les expériences et les compétences et les diplômes étrangers dans un référentiel de badge peut-être plus souple pour justement favoriser l'employabilité et puis voilà, la fluidification des parcours. Ça a été vraiment des projets également, je pense, à des projets dans le cadre des JO 2024 hein, qu'on avait accueillis en France et on avait eu plein de médailles. Mais au-delà de ça, c'était l'occasion justement de mobiliser plein de bénévoles et notamment un travail qu'on avait mené avec l'APF France Handicap qui justement mobilisait des personnes handicapées pour être bénévoles lors de l'organisation des JO et comment on avait pu justement reconnaître les engagements des bénévoles aussi à transcrire en open badge pour favoriser leur employabilité. Donc c'est vrai que tous ces enjeux-là, en tout cas, ça a permis justement plus d'inclusion, je pense. Alors, il y a aussi une chose qui a été décisive, et si mes souvenirs sont bons, je ne crois pas qu'elle ait été évoquée dans ce livre blanc à l'époque, mais qui a vraiment été un élément, je pense, très important, c'est le moment où les humanités numériques, c'est-à-dire la réflexion sur la dimension politique du numérique et sur les enjeux de transformation sociétale du numérique, des modules de ce type ont été inclus dans absolument tous les parcours de formation et d'onboarding en entreprise. C'est-à-dire qu'il était impossible d'utiliser des outils numériques sans avoir au préalable réfléchi à leurs usages et à leurs perspectives d'enjeu et à leur cadre d'exercice. Ça a changé complètement la vie des entreprises qui ont fait des choix, qui ont privilégié des solutions open source et résilientes par rapport à des solutions à la fois propriétaires et privatrices de propriété. C'était la grande époque, il y a 20 ans, souvenez-vous, hein, où on construisait avec Amazon le web souverain européen, le cloud souverain européen, avec l'espoir que nos données seraient davantage protégées et en sécurité. C'était encore vraiment l'époque d'une grande confusion. Et il a fallu quand même pas mal de temps pour que les gens qui étaient dans un technoptimisme solutionniste basculent dans une réflexion un peu plus humaniste et politique sur la question des usages du numérique, des cultures numériques et de la manière dont
le numérique pouvait, comme je le disais tout à l'heure, devenir une infrastructure de la transformation plutôt qu'un simple outillage de la performance. D'ailleurs, je me permets de compléter, Emmanuel, sur toi, c'est qu'on a vu naître des nouveaux métiers, et notamment le LHN, le leadership sur les humanités numériques, des chaires de leadership sur les humanités numériques, et également des chaires sur le leadership des reconnaissances ouvertes, de la reconnaissance ouverte. L'idée étant, quand on n'utilise plus le R comme responsable, mais bien leader, c'est aussi, ça parle de la redistribution des rôles, du fait qu'on est sur une société qui, depuis quand même quelques années maintenant, au moins 10 ans, est plus plate, moins pyramidale comme elle avait tendance à l'être. Je profite aussi d'un autre chose pour dire que moi, j'ai fait une grosse fête en 2030, lorsque j'ai suivi des différents indicateurs sur notamment tous les métiers qui étaient émis, enfin les demandes les offres d'emploi, pardon, qui étaient émises, qui demandaient des compétences numériques, mais qui ne trouvaient pas de postulants. Et en 2030, on a passé cette barrière où finalement tous les postes émis, les demandes, les offres émises ont trouvé des personnes derrière. Et ça, c'est tout le fruit de tout ce qu'on a raconté jusqu'à présent, qui a permis qu'il y ait non seulement plus de postes non pourvus, mais du coup maintenant depuis donc à 2030, à laisser la place à la pure création et à l'invention pour justement aller beaucoup plus vite sur des nouvelles problématiques, et d'être, au lieu de courir après le temps, comme tu l'as dit tout à l'heure, Emmanuel, permettre d'être beaucoup plus proactif. Est-ce que quelqu'un veut compléter? Moi, j'avais envie de compléter avec un point qu'on n'a pas beaucoup évoqué. On a parlé des compétences, de l'industrie. Et merci, Emmanuel, de dire que les fabriques numériques d'hier sont l'industrie locale d'aujourd'hui, en 2040. Ça fait vraiment plaisir de voir le chemin parcouru. Il y a le côté résilience alimentaire et le côté agriculture urbaine aussi. J'ai trouvé que c'était intéressant sur cet élément vital qui est l'alimentation, qu'on puisse contribuer à faire en sorte que les gens puissent cultiver localement, parce que l'acheminement des denrées alimentaires n'était plus possible comme on le connaissait il y a 30 ans en arrière, 20 ans en arrière. Et cette contribution des fabriques numériques à l'agriculture urbaine, je pense notamment à des solutions d'aquaponie où on a pu créer des petits moteurs qui faisaient circuler l'eau pour faire de l'agriculture hors sol dans des friches industrielles. Et Dieu sait que dans le Nord, il y en a quelques-unes des friches industrielles, grandes, hein, la taille d'Alstom et de Mittal, ArcelorMittal. Voilà, il y a des grands bâtiments qui étaient là complètement en décrépitude. On a réussi à se les réapproprier, un peu comme cette ville, c'est Boston, je crois, aux États-Unis, qui avait fait ça, qui était une ville automobile à la base. Détroit. Je ne sais plus si c'est Boston, c'est Détroit. Détroit, ouais. Et ils ont obligé, ils ont mis en place des politiques locales d'occupation du sol et de création d'activités locales pour faire en sorte que ces bâtiments ne soient pas détruits et laissés à l'abandon, mais qu'on les réapproprie pour faire de l'agriculture urbaine. Et la capacité qu'on a eue de toutes ces petites industries locales, comme tu disais, Emmanuel, de fournir les pièces nécessaires pour tous les dispositifs d'agriculture urbaine, y compris, parce qu'il dit qu'il n'y a pas que de l'impression 3D, il y a aussi des vidéos, des tutoriels pour expliquer à tout à chacun, un peu comme c'était à l'époque de Cuba. Rappelez-vous, quand ils avaient le blocus, ils n'avaient pas de pétrole, mais du coup, ils avaient beaucoup d'idées. Et ils étaient obligés de faire de l'agriculture sur le moindre bout de terrain qu'il y avait en pleine ville. Et ils ont appris à cultiver tout habitant cubain qu'ils étaient. Eh bien, nous, aujourd'hui, on a réussi à le faire aussi. Et c'est à travers les tutoriels, etc., qu'on a pu créer et qu'on a transmis comme ça ce savoir-faire qui a été oublié, parce que les exploitations agricoles, aujourd'hui, elles sont encore immenses en 2040. Et quand il s'agit d'une grosse exploitation agricole à 500 km, eh bien, ça ne nous apporte pas la nourriture qu'il faut localement. Donc, il faut qu'on produise localement en ville, et les fabriques numériques ont vraiment bien contribué à ça.
Christophe, tu me donnes justement l'occasion de compléter encore une fois sur le fait que justement ces friches, enfin ces anciennes friches, pour répondre aux besoins alimentaires et aussi pour répondre à ce qui a été évoqué sur la nécessité de gérer ses propres serveurs, de moins centraliser, moins loin, etc. En fait, toutes les friches sont devenues aussi des centres de serveurs locaux en fait, qui apportaient de la chaleur, qui avaient des ressources aussi en énergie sur place, de manière décentralisée. Et une dernière chose aussi, c'est que par rapport à tout ce numérique et ces ressources que finalement ça demande aussi, il y a une complète réinvention et notamment on parle maintenant plus de blockchain mais de holochain, c'est-à-dire de chaîne qui est gérée en local et qui n'est plus consommateur d'une énergie folle. J'entendais, je me souviens d'une info que j'avais entendue en 2022 et sur lequel j'avais un peu tiqué parce que je ne le savais pas à cette époque-là, c'était que déjà la Chine, alors on pense qu'on en veut encore aujourd'hui, avait interdit finalement les blockchains parce que, alors on va dire soi-disant, peut-être qu'on aura d'autres éléments de preuve d'ici quelques temps, mais c'était trop énergivore justement. Donc voilà, je pense qu'on apprend les uns des autres et là, c'est un exemple international. Emmanuel ? Juste, oui, exactement dans la même perspective et aussi pour boucler avec ce que tu disais avant sur le moment où on a cessé d'être en déficit de compétences numériques. Oui. En fait, ce moment dans les années 2025-2027 où on a cessé d'être en déficit de compétences numériques, il a évidemment été lié à l'amélioration de la formation et à la manière dont l'inclusion professionnelle est devenue peu à peu une priorité des entreprises pour réussir une transition numérique inclusive et écologique inclusive, mais pas seulement. Un des facteurs décisifs, c'est le moment où la transition écologique et numérique est devenue un levier d'inclusion, c'est-à-dire quand on a cessé de faire des nouveaux logiciels différents et des nouveaux langages tous les 2 ans. Parce que sinon, on pouvait créer 20 000 grandes écoles du numérique, ça aurait toujours été la course et on aurait toujours été derrière. À partir du moment où les technologies open source se sont imposées, encore une fois pour des raisons politiques, je le rappelle, à partir de ce moment-là, on pouvait construire un savoir numérique, ce qui était littéralement impossible au début des années 20. Et donc, ça me paraît important de le rappeler, c'est-à-dire qu'en fait, on peut faire toutes les injonctions qu'on veut pour changer les modalités de formation et pousser les entreprises à se transformer à la marge. En fin de compte, il y a aussi des conditions pour que ce soit la transition qui soit le sujet et le fait qu'elle soit inclusive, l'objet, et pas l'inclusion qui soit le sujet et le fait de servir la transition qui soit l'objet. Ça me paraît relativement important parce que si on ne transforme pas le numérique, encore une fois, le numérique ne se mettra pas au service de la transition écologique. Enfin, c'est en tout cas ma conviction. Merci. Chris ? Alors oui, il nous reste un petit quart d'heure. Ouais. Peut-être qu'on peut passer, je ne sais pas s'il y a des questions, des échanges avec les spectateurs. Vous pouvez poser vos visions, vos questions dans le chat, hein, n'hésitez pas. N'hésitez pas à ajouter vos idées, rebondir. Voilà, hein, on est tous en 2040, on a pris la capsule temporelle et voilà, on se projette. Donc, n'hésitez pas. Les années folles des années 20. Voilà. Après, vous pouvez, si vous voulez, continuer. On dit que le chat s'anime. En tout cas, il y a eu quelques questions sur les badges. Alors oui, Benoît se posait la question, hein, en tout cas, si les badges pourraient être un moyen de reconnaître la connaissance d'un utilisateur dans des logiciels n'ayant pas de certification de formation numérique. Donc oui, tout à fait, hein, on peut badger des pratiques de façon plus informelle. Et en tant qu'organisme de formation, bien entendu, dans les années 2022-2023, on a commencé à travailler avec la région Hauts-de-France, et notamment le plan d'investissement dans les compétences et le pacte régional pour les compétences, pour justement intégrer
notamment des passerelles entre le préqualifiant et le qualifiant via les badges et via des référentiels comme RecTech. Mais plus largement, voilà, il y avait cet enjeu, en tout cas à l'époque, de sensibiliser les organismes de formation à ces nouveaux outils. Et voilà, la haut commissaire aux compétences également, via justement les outils qu'on évoquait, comme les plans d'investissement dans les compétences, les PIC, a notamment encouragé la mise en place de ces badges. Donc au final, petit à petit, que ce soit par la curiosité ou la contrainte, parce que les badges aussi étaient intégrés en partie dans les appels d'offres. Voilà, tout le monde s'y est mis aussi à badger, dont les organismes de formation, effectivement. Le chat ne s'anime pas, pas plus que ça. C'est toujours les premières questions qui sont difficiles, hein. On le sait bien. Si vous ne voulez pas les dire, vous pouvez les écrire, bien entendu. Alors oui, je ne sais pas si les spectateurs peuvent parler, c'est surtout ça. Oui. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Non, effectivement. Comme non, on bah, on peut pas leur après, si vous voulez, on peut dire un tout petit dernier mot chacun d'entre nous avant qu'on passe à la conclusion et l'invitation pour la clôture nationale de ces états généraux. Voilà, si vous deviez retenir votre meilleur souvenir du futur, finalement, quel que ce serait, avant qu'on revienne sur Terre et qu'on revienne en tout cas en 2022. Alors moi, ce dont je suis extrêmement fière, c'est que les Hauts-de-France ont été, dès 2030, et même presque un peu avant, un territoire exemplaire et inspirant, et dans lequel sont venus vraiment expérimenter d'autres territoires. Ils sont venus, ils ont appris de la méthodologie, ils se sont inspirés pour pouvoir la déployer à leur tour sur leur territoire. Et pour moi qui ne suis pas ch'ti à la base, et connaissant par contre très bien ce territoire, c'est une vraie fierté que ça soit parti de là, et que ça essaime non seulement en France, mais également à l'échelle européenne, aujourd'hui en 2040. Oui, peut-être aussi pour répondre à la question de Sylvien qui demande quelles actions concrètes voyez-vous pour sensibiliser et faire connaître les badges aux entreprises. Voilà, moi je me rappelle qu'en tout cas en 2023, on a pu lancer une initiative de territoire apprenant, et notamment avec des organismes comme le comité Grand Lille, avec voilà, un certain nombre de réseaux finalement d'entrepreneurs, avec les APM, les CJD, entreprises et cités, en tout cas les acteurs qui font le lien justement avec le monde économique. Et on a pu justement proposer des projets autour de la responsabilité éducative de l'entreprise et les acteurs du territoire, ce qui a permis justement de façon peut-être pas détournée, parce que ça ne concernait pas directement le core business des entreprises, mais en tout cas des politiques RH, la question de l'intégration des jeunes, de l'inclusion, etc. Via ces thématiques-là, on a pu sensibiliser et introduire finalement ces outils de badge où les responsables de richesses humaines ont pu justement se dire voilà, que ça pouvait être aussi utile pour garantir l'employabilité des salariés. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on a pu justement à échelle locale, avec aussi des organismes d'insertion comme Vitamine T, comme les CCAS, les maisons de l'emploi, etc. Voilà, être chacun des ambassadeurs finalement de ces nouvelles outils pour créer justement ces liens et ces passeports, ces reconnaissances mutuelles des badges. Donc voilà, on va dire mon meilleur souvenir, ça a été justement d'avoir vu concrètement apparaître ce territoire apprenant au fil des années, et que ça se consolide d'année en année, quoi. Si je pouvais rebondir sur ce que tu viens de dire, Chris, je dirais que ces éléments, encourageants qui nous permettent aujourd'hui de parler depuis l'année 2040 de toutes les transitions en cours et accomplies pour certaines, il ne faut jamais qu'on oublie qu'on n'est quand même pas passé loin du crash, quoi, hein, on a eu, pour ce qui concerne le numérique, un numérique utopiste, libertaire et émancipateur dans les années 90-2000, qui est tout à coup devenu un numérique totalitaire,
qui met la pression, qui nous oblige à aller toujours plus vite dans les années 2010-2020, et qu'il a encore fallu qu'il se transforme pour qu'on puisse arriver là où nous sommes, qu'on a failli perdre la démocratie à plusieurs reprises dans les années 20 aussi, tant aux États-Unis qu'en Europe, que l'inclusion, elle n'était pas… je veux dire que les inégalités ont d'abord commencé par beaucoup à s'accroître avant de se réduire, et que c'est quand même au prix d'un certain nombre d'efforts qui dépassent la seule question des compétences et des entreprises qu'on a pu en arriver là où on en est aujourd'hui, à pouvoir regarder l'avenir avec un minimum de sérénité. Merci. Anaïk, c'est quoi ton meilleur souvenir de 2040? Oui, du coup, il y a beaucoup de choses qui se sont dites. Juste petit aparté, en effet, en Hauts-de-France, il n'y a pas que des ch'tis, il y a aussi d'autres Bretons. Enfin, d'autres régions comme les Bretons, Anaïk Myriadex, ça ne vient pas du Nord. Donc, je suis ravie de voir cette diversité, encore une fois, dans le débat d'aujourd'hui. Nous, notre meilleur souvenir, c'est le 100% emploi de nos étudiants. On n'en était pas loin en 2022 ou dans les années 2020, mais avec l'aide de partenaires, des entreprises, de partenaires de gros groupes d'emploi comme Actual Group et autres écosystèmes locaux faits de start-up, de grandes entreprises et de moyennes comme ID Kids ou Veil Secure, ou encore GS By avec Octave Cluba, OVH, on a réussi à pouvoir faire en sorte que nos plus de 4000 étudiants en région Hauts-de-France depuis la création d'Alberton en 2020 soient embauchés et continuent à se former tout au long de leur vie, puisque c'est vraiment cette éducation d'apprendre à apprendre qu'on leur a poussé dès le départ, cette éducation innovante chez Alberton School. Voilà le meilleur souvenir. Christophe? Et moi, le meilleur souvenir que j'ai, c'est plus, c'est pas un souvenir particulier, mais c'est plus une dynamique qui s'est créée et qui était vraiment forte. C'est cette dynamique de partir du terrain, des initiatives locales pour que ça remonte aux instances et aux institutions nationales. C'est un mouvement qui n'a pas été révolutionnaire, il n'y a pas eu de tête coupée, et c'est parti d'une dynamique vraiment citoyenne, démocratique, où les gens se sont mobilisés, comme on se mobilisait au début du siècle autour du climat, comme on se mobilisait autour de la corruption. Je me souviens aussi des mouvements Nous Toutes qui faisaient que voilà, il y a des choses que la population ne supportait plus. La population s'est emparée, le peuple s'est emparé de ça et a montré que ça avait de la valeur et que ça avait un intérêt pour toute la communauté et qu'on pouvait là obtenir quelque chose de bien commun. Et le fait que ça ait pu être pris en compte par quelques personnes dans les hautes instances qui, après, ont fait passer des lois et on a pu avoir des belles réussites à ce niveau-là, ça, c'est un bon souvenir. Pour une fois, nous, Français, on n'a pas attendu que ça vienne d'en haut. On a pris notre destin en main, on s'est bougé et on a fait bouger les lois. Et ça, c'est une dynamique que je garde vraiment en tête et qui m'a fait très plaisir depuis ces 10-20 dernières années. Eh ben oui, alors je vois dans le chat, il y a Emmanuel qui nous partage son envie et sa hâte d'être déjà en 2040 et de participer à la mise en place de la reconnaissance des compétences de tous et partout avec un CIP en 2022, voilà, qu'elle sent que les demandeurs d'emploi, les entreprises et beaucoup de structures sont prêtes à embarquer pour ce merveilleux voyage en 2040. Benoît qui nous dit que la qualité des webcams est toujours aussi déplorable. J'ai nettoyé la mienne direct derrière. C'est pas du neuf, c'est pour ça. On a recyclé pour éviter d'aller chercher des terres rares et donc on a utilisé nos vieilles webcams et on a réussi à les maintenir. Voilà, on a mis fin à l'obsolescence programmée. Ouais. On clôt, Chris? Il reste 3 minutes. Oui, alors je vais vous partager mon écran pour clôturer cette table ronde. Alors, je vais vous partager une dernière petite vidéo qui correspond à la clôture des états généraux
qui auront lieu demain à Paris, mais avec aussi possibilité de les voir, de les assister en ligne, qui seront en direct du CESE, donc le Conseil économique, social et environnemental. Donc, je vous passe la petite vidéo et puis on termine. Et voilà, donc CESE va être reconverti en boîte de nuit pour l'occasion. En tout cas, non, ça sera un bel événement demain que vous pourrez retrouver. Je vais également vous partager dans le chat le lien pour vous inscrire si vous souhaitez y assister, tout simplement. Voilà. Sur Eventbrite pour assister à cette clôture nationale de ces états généraux. Donc demain 25 février, voilà, à partir de 16h30 jusqu'à 19h30. Voilà, il ne me reste plus qu'à remercier l'ensemble de nos intervenants et de nos spectateurs. En tout cas, merci pour tous ces échanges, d'avoir partagé ensemble ce voyage en 2040. Voilà, 2040, en tout cas le futur est un beau prétexte à introspecter notre présent, et donc il n'y a plus qu'à pour se lancer. Donc belle suite d'année 2022, belle suite de semaines, et puis à très bientôt en tout cas. Merci. Merci. Bonne journée. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. À bientôt. Au revoir.